Bien, chers amis, un grand merci à tous celles et à tous ceux qui sont connectés. Plus de près de 400, je crois, d'après les derniers chiffres que l'on m'a donnés. Merci pour cette présence. Bien sûr, elle est virtuelle, mais elle montre au moins l'attachement et l'intérêt que vous avez pour les initiatives que nous continuons à prendre. Et donc, ce soir, c'est autour du Liban que nous allons consacrer nos échanges et nos réflexions. Situation du Liban qui est évidemment très préoccupante tant ce pays semble confronté à une sorte de spirale régressive et surtout à une très profonde crise de légitimité de ses responsables et de ses dirigeants. En effet, de quelque point de vue que nous prenions la situation au Liban, elle est inquiétante. Au niveau économique, bien sûr, tout d'abord, je lisais récemment que visiblement le taux de pauvreté au Liban avoisine désormais ou a légèrement dépassé les 50% de la population. Nous savons que l'inflation, si on prend la base de l'année précédente, a dépassé allègrement les 100%. Et évidemment aussi, je pense que c'est souvent sous-estimé, mais cette situation économique qui est la conséquence des errements, des choix des responsables politiques, économiques et financiers, a été aussi aggravée depuis plusieurs années par la présence de plus d'1,5 million réfugiés syriens, qui n'a certes pas amélioré la situation. En tout cas, à la lumière de ces quelques données, mais on va préciser tout cela dans les échanges de ce soir, certains observateurs n'hésitent pas à parler du Liban désormais comme d'un État quasi failli, même si je crois que l'expression est à ce stade en tout cas exagérée. La situation politique n'en est pas moins préoccupante. Vous vous souvenez qu'il y a un an avait émergé un profond, spectaculaire mouvement de contestation citoyen qui, par ses dynamiques, par ses mots d'ordre, par ses revendications, remettait en cause le système confessionnel libanais. Pour autant, eh bien, évidemment, ce mouvement de contestation, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres pays de la région ou à travers le monde, a été comme stoppé, disloqué par la pandémie qui s'est abattue sur le Liban et sur l'ensemble des pays du monde. Mais en tout cas, ce mouvement n'a pas vu ses résultats et ses revendications arriver, parvenir. Et donc, toutes les questions que posait objectivement ce mouvement n'ont aucunement été réglées. Et d'autant plus que, vous l'avez là aussi vu, paradoxalement, mais c'est un des mystères de la vie politique libanaise, celui qui avait été contraint de démissionner il y a un an, Saad Hariri, eh bien, s'est vu de nouveau confier, il y a quelques jours, le 22 octobre, la tâche de former un gouvernement. Donc, il y a une sorte de retour, si tant est qu'il n'ait jamais disparu de la scène politique libanaise, de Saad Hariri. Et donc, on a l'impression que ce système est définitivement et totalement bloqué. Enfin, et bien sûr, une pensée pour la catastrophe qui s'est abattue sur le Liban le 4 août dernier dans le port de Beyrouth, dont bien sûr les causes renvoient à l'irresponsabilité des dirigeants libanais et dont nous avons sûrement beaucoup de mal à mesurer aujourd'hui toutes les conséquences infiniment préoccupantes et négatives pour le Liban qui a amené cette catastrophe. Donc, bien évidemment, je ne vais pas en rajouter sur ce tableau déjà très sombre. L'essentiel pour nous ce soir, c'est de tenter ensemble de saisir les dynamiques à l'œuvre et tenter aussi de se projeter tant que faire se peut sur le court et le moyen terme, sur les scénarios éventuels que l'on peut imaginer pour ce pays et pour sortir de cette crise. Alors pour ce faire, eh bien, nous avons trois intervenants ce soir que je tiens vraiment chaleureusement et amicalement à remercier pour avoir accepté notre invitation, pour partager leur expertise, leur connaissance sur ce pays. Je pense tout d'abord, bien sûr, à Agnès Levallois, que je salue. Agnès est une spécialiste reconnue du Moyen-Orient. Elle est vice-présidente de l'IREMO. Et nous avons en outre la chance du fait qu'elle revient juste d'une mission à Beyrouth. Je ne sais pas ce qu'elle a été dans d'autres endroits au Liban, elle nous le dira. Mais donc, nous aurons et à la fois un témoignage, mais aussi une analyse de ce qu'elle a pu vivre, des contacts qu'elle a pu avoir sur place. Je remercie aussi Karim Bitar, qui est lui directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et qui nous parle de Beyrouth. Alors, c'est sûrement l'avantage de ces visioconférences que nous pouvons converser en direct avec des amis qui se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. Karim Bitar, eh bien, je pense que la plupart d'entre vous
l'ont entendu ou l'ont lu lors de multiples interventions dans les médias français qu'il a commis au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. Enfin, Yves Aubin de la Messusière, qui est diplomate, qui lui aussi n'est pas à Paris ce soir, un petit peu moins loin que Beyrouth, mais je le remercie d'autant plus que d'avoir accepté cette invitation. Yves a passé sa carrière au sein du Quai d'Orsay. Il a été ambassadeur au service de la France dans bon nombre de représentations diplomatiques de la région, entre autres de la région, la Jordanie, le Yémen, l'Irak, la Tunisie, peut-être en oublie, mais aussi a pu sillonner la région du nord au sud à l'époque où il était directeur du département AMMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient, du ministère des Affaires étrangères français et qui continue bien sûr à suivre avec acuité les évolutions de la région, mais aussi les évolutions de la politique de la France à propos de la dite région. Donc, Agnès, je vais te laisser la parole en premier, si tu en es d'accord. J'ai évoqué juste à l'instant que tu revenais d'une mission au Liban, et la première question qui nous brûle probablement tous les lèvres, c'est quels sont les points saillants que tu as pu constater dans la situation concrète, dans la vie quotidienne du pays, tant bien sûr au niveau de la situation économique, j'en ai donné quelques éléments très brièvement, mais comment cela se décline-t-il pour la population au quotidien, et puis au niveau politique, ce fameux retour, entre guillemets, retour de Saad Hariri, la nouvelle configuration des rapports de force politique, comment est-ce vécu par la population, qu'en pense l'opinion publique, qu'en pensent les médias. Donc voilà quelques éléments de première réflexion pour nous donner le cadre de la situation dans ce pays. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Alors Didier, tu me donnes combien de temps pour faire cette première réponse pour essayer de calibrer à peu près pour... 5-6 minutes pour cette première question. On va faire, je le dis à tous nos amis connectés, on va faire quelques questions, 2 questions par intervenant. Et bien sûr, ils pourront interréagir entre eux. Et puis donc, on aura au moins 45 minutes dans une deuxième séquence pour vous laisser la parole. En tout cas, si ce n'est la parole, vous pouvez, grâce au chat, m'envoyer vos questions que je synthétiserai le plus honnêtement possible, que je retransmettrai à nos intervenants. Donc, 5-6 minutes. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais d'abord vous faire part de quelques, effectivement, réflexions, sentiments que j'ai eus en allant à Beyrouth la fin octobre. Le dernier voyage, c'était début mars, donc juste avant le confinement. Donc, j'y suis évidemment pas retournée entre mars et octobre. Ce sont des impressions que je vais livrer, mais Karim aura sûrement des choses beaucoup plus intéressantes à dire sur la vie au quotidien, puisque lui vit sur place. Donc, moi, je vais simplement vous donner mes quelques réflexions suite à ce séjour d'une semaine. D'abord, j'ai été évidemment très frappée par l'état de Beyrouth, par les quartiers qui ont été touchés par l'explosion, où là, c'est vrai qu'il se dégage une tristesse infinie de ce quartier de Gemaizé, Mar Mikhaïl, tout ce quartier qui a été terriblement touché, qui était un quartier très vivant, avec beaucoup de bars, de restaurants où les jeunes sortaient énormément. Et donc là, il y a un sentiment d'infinie tristesse lorsqu'on s'y promène. Et j'ai vraiment marché pendant des heures pour essayer de sentir et de voir un peu ce qui se passait. Donc ça, c'est vraiment la première impression que j'en retire. Et cette tristesse, ça se ressent aussi dans les discussions que j'ai pu avoir. Je suis allée là-bas, je suis allée faire des conférences. Donc j'ai beaucoup échangé avec les Libanais qui étaient là et un sentiment vraiment de désarroi total face à cette situation après cette crise financière, économique, sociale, donc cette explosion du mois d'août qui a été de sa manière l'élément de trop, et donc un sentiment vraiment de désespoir face à une situation qui continue à se dégrader tous les jours un peu plus, avec dans Beyrouth, en dehors même du quartier qui a été touché par les explosions, beaucoup de fermetures de magasins, de cafés. Il y a des endroits qui étaient avant des endroits un peu vivants et qui vraiment font un peu ville morte. Et donc, j'insiste pas simplement dans le quartier qui a été touché par l'explosion, mais on voit bien, là, ce sont les conséquences de la crise économique et financière que connaît le pays maintenant depuis de nombreux mois.
Donc, une situation très inquiétante avec le virus qui plane aussi, hein, avec le sentiment de la part de beaucoup de Beyrouthins et de Libanais qu'il ne faut absolument pas attraper ce virus parce que les infrastructures sanitaires ne sont pas à la hauteur, ne permettraient pas en tous les cas de pouvoir affronter une véritable pandémie. Pour l'instant, c'est vrai que même s'il y a une augmentation aujourd'hui depuis quelques semaines, le pays a été relativement préservé. Je fais attention aux mots que j'utilise. En tous les cas, pour l'instant, la situation est à peu près sous contrôle, mais le sentiment qu'elle l'est de moins en moins et qu'elle risque de l'être de moins en moins si la pandémie continue à se répandre comme elle se répand. Et du coup, j'ai trouvé quand même que de manière générale, les Libanais respectaient beaucoup, portent le masque et font attention parce qu'ils ont très peur que s'ils l'attrapent, de ne pas pouvoir aller dans des hôpitaux pour se faire soigner puisqu'ils ne seront pas équipés pour cela. Donc un sentiment, si vous voulez, quand on est sur place, que toutes les crises aujourd'hui sont là, sont sous les yeux, c'est-à-dire la crise financière, économique, politique, humanitaire, sanitaire et celle de l'explosion. Donc, et la conséquence de cette situation telle que je la décris, c'est que tous les regards sont tournés vers l'extérieur et tous ceux qui peuvent continuent à partir. Et ce que je trouve vraiment un des points qui m'a le plus frappé, même si on le sait, c'est de voir cette volonté de partir et même les Libanais qui jusque-là étaient là, voulaient rester, étaient très impliqués et ne voulaient absolument pas partir. Ceux qui ont la possibilité essayent de partir, tentent de partir, parce qu'ils ont le sentiment que de toute façon, après l'espoir dont tu as parlé, Didier, de ce mouvement de l'année dernière, d'octobre 2019, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, où il y a eu un espoir que ce mouvement pouvait peut-être apporter des changements politiques majeurs, puisque on voit que le système politique tel qu'il fonctionne au Liban ne fonctionne plus, justement. Il est vraiment arrivé à bout, à bout, à bout, et ne peut plus rien gérer des défis qui se posent aux Libanais. Et donc, du coup, face à ce constat finalement d'une classe politique, et on en reparlera, je pense, qui est incapable et qui ne peut pas gérer la situation et qui l'a démontré en laissant ces tonnes d'explosifs sur le port de Beyrouth, alors que tout le monde savait depuis des années que ces stocks étaient là et que c'était un danger pour le pays. Cet élément qui est l'élément de trop, si je puis dire, et qui a fini de démontrer que cette classe politique était incapable de pouvoir faire quoi que ce soit. Et en même temps, le sentiment de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, c'est de se dire, mais comment peut-on changer un tel système qui est tellement ancré avec des intérêts pour ceux qui sont autour de la table politique, hein, qui dirigent ce pays maintenant depuis des années, ces anciens chefs de guerre qui se sont transformés en chefs politiques et qui feront tout pour s'entendre, quoi qu'il arrive, pour se maintenir en place. Et donc, face à ça, un désespoir très grand de la part des Libanais qui se disent, mais évidemment qu'on veut un changement, mais comment, dans ces conditions, pouvoir lancer un changement, sur quelle base et comment arriver, quels seraient les moyens pour faire partie de cette classe politique qui, je le répète, et ça c'est l'élément, je crois, qui moi me paraît essentiel dans la compréhension de ce qui se passe, c'est que cette classe politique, alors qu'elle a des intérêts divergents, elle se retrouvera toujours entre elles pour se maintenir au pouvoir, même sur la plus petite base commune, mais ils feront tout de toute façon pour s'entendre, même s'ils ont des intérêts divergents, parce que leur intérêt commun, c'est quoi qu'il arrive de se maintenir, d'où ce que tu évoquais, Didier, le retour aujourd'hui de Saad Hariri, qui évidemment est très mal perçu par la population, qui a le sentiment que tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un an, il démissionne et là, il revient pour faire un gouvernement. D'ailleurs, ce gouvernement n'est toujours pas sorti, alors qu'il y a une urgence absolue à ce que le politique gère les affaires du pays. Et finalement, c'est un pays qui, pour l'instant, est dirigé par un gouvernement qui est démissionnaire sans que le nouveau gouvernement n'ait réussi encore à se mettre en place. Et on voit bien que dans tous les débats aujourd'hui dans la classe politique, c'est à nouveau ces petits arrangements. Comment maintenir ces arrangements pour que nous restions au pouvoir, quel que soit le prix à payer pour la population? Parce que, évidemment, ce qui paye le prix le plus cher, le prix le plus élevé, c'est la population libanaise, mais on s'aperçoit bien que c'est le cadet des soucis de cette classe politique qui donc fera tout pour se maintenir, quel que soit, j'insiste, le prix à payer. Voilà, j'ai peut-être déjà été un peu trop longue, donc peut-être que je m'arrête là pour cette première. Écoute, merci infiniment pour ces premières, non seulement des impressions vécues sur place, mais aussi des premiers éléments d'analyse sur la situation. C'est très précieux pour nous.
Karim, je voudrais te laisser la parole euh, à propos justement du mouvement de contestation exceptionnel, spectaculaire qui s'était cristallisé il y a un an et dont on a l'impression, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il a été comme disloqué, notamment à cause des effets de la pandémie, du confinement, etc. Mais ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse tous globalement, c'est que ce mouvement, par sa dynamique, et Agnès vient de le rappeler, semblait vouloir remettre en cause les fondements mêmes du système politique confessionnel libanais, du système clanique, etc. Donc il était porteur d'immenses espoirs. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'aucun des objectifs ait été évidemment atteint, malheureusement. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment c'est perçu au sein de ceux, de celles qui descendaient jour après jour dans la rue? Quelles sont les possibilités de recomposition de ce mouvement politique pour qu'il se dirige avec d'autres méthodes peut-être vers de nouvelles mobilisations? Merci Didier, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous, de retrouver Agnès et Yves. Je partage en grande partie le diagnostic d'Agnès Levallois. Je pense que, comme tu l'as dit, Didier, la révolution du 17 octobre 2019 a été en quelque sorte génératrice d'énormément d'espoir, car pour la première fois, nous avions un mouvement qui, dans l'ensemble du pays, et non pas uniquement dans la capitale, revendiquait le fait de transcender les appartenances communautaires et un véritable changement de système politique qui serait fondé sur la citoyenneté et sur l'édification d'un État qui soit suffisamment solide, qui s'émanciperait de la chape de plomb que font peser sur cet État depuis des décennies les intérêts privés et catégoriels et ces chefs de guerre qui ont, comme l'a dit Agnès, enlevé leur treillis militaire pour mettre des costumes cravates, mais qui n'ont changé en rien leur mode de faire de la politique et leur mode de fonctionnement. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des espoirs déçus. Il y a un climat extrêmement pesant à Beyrouth. Ce qui m'inquiète également, c'est cette vague d'émigration très forte, qui aurait été encore plus forte si ce n'était la crise économique d'envergure que traverse l'Occident et si ce n'était la pandémie de coronavirus. Donc aujourd'hui, c'est peut-être l'année qui a connu une vague d'immigration la plus forte depuis 1990. 1990, c'était la guerre de libération contre les Syriens et également les guerres interchrétiennes. Et à l'époque, près de 950 000 Libanais, à l'époque, il y avait à peine 3 500 000 personnes présentes sur le territoire libanais, donc quasiment 25% de la population, ou même près de 30%, avaient quitté le pays en moins d'une année. Donc cette année, nous n'en sommes pas là. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient quitter, mais qui ne peuvent pas quitter car leur épargne est prise en otage par un système bancaire qui fait partie de cet establishment politico-mafieux et en raison de cette pandémie qui a un peu contribué à étouffer cette révolution. Ça a été un virus un peu contre-révolutionnaire qui a forcé tout le monde à se confiner chez soi. Mais je dirais, pour être optimiste, que quand même les germes qui ont été plantés en octobre dernier vont forcément renaître. Il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a un mur de la peur qui est tombé. Aujourd'hui, les hommes politiques du pays sont beaucoup moins arrogants, ils n'osent plus sortir de chez eux pour aller dîner au restaurant car ils se font immédiatement abreuver d'injures par de simples citoyens. Ils ont un peu rebattu leur caquet. Cela dit, on assiste à un retour du communautarisme. Donc, 2019, ça a été un peu l'émergence d'une citoyenneté libanaise, d'une union par le bas après 1920, où c'était une union par le haut, un deal entre un maronite, c'était la fameuse image du général Gouraud proclamant la naissance du Grand Liban. Il était entouré à sa droite du patriarche maronite et à sa gauche du mufti sunnite. Et en 1943, à nouveau, une union par le haut entre le président maronite Béchar al-Khouri et le premier ministre sunnite Riyad al-Solh.
Donc, c'était toujours une union nationale qui se faisait par le haut entre leaders communautaires. En 2019, pour la première fois, nous avons eu l'ébauche d'une union nationale qui s'est faite dans les rues de Beyrouth, de Tripoli, du sud Liban, des gens qui traversaient le pays, qui allaient de zone sunnite en zone chiite pour scander des slogans citoyens, des slogans appelant à un changement économique et social, à des réformes structurelles pour l'édification d'un État et pour mettre un terme à cette corruption endémique. Et je pense que tout cela n'a pas disparu. La contre-révolution a triomphé temporairement. Elle a triomphé, encore une fois, grâce à ce que Agnès a évoqué, c'est-à-dire ce front commun qu'ont réussi à forger les forces de l'establishment. La révolution n'a pas réussi à faire émerger des leaders charismatiques et un front commun des forces d'opposition qui iraient de la gauche radicale à la droite conservatrice, tous ceux qui refuseraient cet establishment et qui souhaiteraient l'avènement d'un Liban nouveau fondé sur une certaine intégrité en politique au-delà des différences. Mais quant à eux, les forces de l'establishment ont parfaitement bien réussi à se serrer les coudes. Et on a aujourd'hui, un an après, comme si rien n'était arrivé, le retour de Saad Hariri, soutenu d'ailleurs par le Hezbollah, ce qui ne manque pas de sel, et soutenu par la quasi-totalité des forces de l'establishment. Et on repart comme en 40, la fleur au fusil, en essayant de former un gouvernement d'union nationale, qui sont en fait au Liban des gouvernements de paralysie nationale, où on se partage le gâteau en faisant fi des intérêts des citoyens et pour servir encore une fois des intérêts privés, car le grand débat aujourd'hui est celui de la répartition des pertes. La crise financière est passée par là, on vit une période d'hyperinflation et ce sont encore une fois des intérêts privés. La Banque du Liban joue un rôle particulièrement néfaste avec un gouverneur qui est en poste depuis 1992 et qui a mis en place cette fameuse pyramide de Ponzi qui s'est écroulée l'an dernier, et des banques privées qui se sont également énormément enrichies, les principaux actionnaires des banques privées pendant une quinzaine d'années. Et lorsque le moment est venu de partager les pertes, elles essaient de repousser les pertes sur les citoyens en jouant sur cette inflation, et elles ont fait échouer le plan qui avait été proposé par la banque Lazare et soutenu par le Fonds monétaire international. Donc on est dans une situation assez surréaliste où aujourd'hui ceux qui défendent la veuve et l'orphelin au Liban, c'est le Fonds monétaire international et la banque Lazare. Donc il y a un tel éloignement, un tel autisme des classes dirigeantes libanaises et de la classe politique que ce sont des institutions décriées en Occident comme étant néolibérales, comme le FMI, qui se battent pour qu'il y ait un minimum de justice sociale et d'équité dans un pays comme le Liban. Merci infiniment. Cela ne nous remet pas le moral au beau fixe, tout ce que tu nous décris, mais je pense que c'est le produit de la situation. Alors, tu as évoqué les aides internationales éventuelles, potentielles, souhaitables, nécessaires, mais réprouvées par une partie de la population. Nous avons aussi abordé la catastrophe du 4 août dernier. Nous savons qu'Emmanuel Macron, le président français, a fait preuve d'une très grande réactivité en se rendant dès le surlendemain à Beyrouth même, en y retournant quelques semaines plus tard. La question qui se pose, et j'aimerais la poser à Yves, c'est cette réactivité de la part du président français, qu'on ne peut pas lui reprocher, n'a pas été accompagnée d'une sorte de manque de prudence, voire d'un manque de discernement, lorsque notamment il a voulu imposer un ordre de marche, un plan de bataille et un calendrier à la classe politique libanaise. Donc on comprend bien, au vu de ce qui vient d'être expliqué, que nous avons une classe libanaise qui est assez corrompue, qui vit entre soi, qui n'a qu'une idée, c'est de protéger ses prérogatives, mais en même temps, le Liban reste un État souverain. Donc la position de la France, si on peut louer sa réactivité, n'a-t-elle pas été imprudente par comment dirais-je, j'allais dire les dictates, le mot est peut-être un peu fort, mais les ordres qui ont été donnés par Emmanuel Macron à ses interlocuteurs libanais. Yves, je te laisse la parole. Oui, merci Didier. Là, effectivement, on ne peut que saluer la réactivité du président de la République, mais
on n'en entendait pas moins de lui et de la France, ce qu'il représentait, en se déplaçant dès le surlendemain au Liban pour marquer sa solidarité. Et d'ailleurs, il faut observer qu'à ce jour, il est le seul chef d'État étranger à s'être déplacé au Liban. Et alors, donc, par ce qui a surpris, en fait, c'est que dès son arrivée, le président a proposé un nouveau pacte politique, d'ailleurs dont on ne connaît pas véritablement le contour. Et donc il a réuni, il a vu le président de la République, il a vu le Premier ministre, et puis il a réuni toutes les forces politiques. Et en disant, c'était son langage, un petit peu, disons, jupitérien, là, comme d'ailleurs il faut voir comment il a été accueilli, et donnant un peu d'honneur, un peu de leçons. Et finalement, il s'est heurté aux réalités politiques et donc de cette classe, de ces classes politiques. Et donc, et curieusement, donc il a proposé une feuille de route très directive et qui a évolué entre ces deux missions, puisqu'il est revenu le 1er septembre, et là, il a changé de position. Et sa position était de dire, alors qu'il critiquait cette classe politique et le système libanais qu'il fallait, selon lui, réformer, et donc il a changé en disant finalement, la seule chance pour ce système politique de perdurer, c'est d'accepter mon initiative et donc ma feuille de route, ce qui a provoqué d'ailleurs une réaction au sein d'une partie de la société civile et même il y a eu, paraît-il, même une petite manifestation. Alors, donc là, par son engagement total, il a comme inventé une forme de nouvelle diplomatie que j'appelle une diplomatie de mission. Donc il s'est confié une mission, il va jusqu'au bout et il va aller jusqu'à la microgestion, ce qui est étonnant. Moi, en 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu un chef d'État français s'engager à ce point, puisque pour sauver, je crois, c'était un moment, le nouveau Premier ministre, Moustapha Hadid, il a été jusqu'à prendre son téléphone et appeler tous les principaux responsables pour essayer donc de sauver en fait en quelque sorte son initiative. Et pour l'instant, il n'a pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, décroché. D'ailleurs, il a déclaré à plusieurs reprises « Je ne lâcherai jamais le Liban ». Et là, actuellement, il y a un émissaire spécial qui est donc un membre de la cellule diplomatique de l'Élysée qui est actuellement là au Liban. Le problème est de savoir s'il va continuer cet engagement en allant, comme il avait annoncé, le 1er décembre au Liban, et puis s'il va pouvoir, ce qui n'est pas évident, organiser une nouvelle réunion des Amis du Liban pour essayer de dégager de nouvelles aides, mais on ne peut que constater aujourd'hui, et surtout avec le retour de Rafik Hariri, que la situation est bloquée, que toutes les exigences, qui se retrouvent d'ailleurs dans la feuille de route du président de la République, les exigences du FMI, aucune d'entre elles n'a été mise en œuvre. Et d'ailleurs, je constate, et Karim pourra nous donner quelques détails là-dessus, que concernant l'audit de la Banque centrale du Liban, eh bien, rien n'a avancé puisque les autorités libanaises, et je pense que c'est le ministre de la Finance, refusent de transmettre certains dossiers. Et pour le reste, effectivement, la lutte contre la corruption, aussi la réforme du secteur de l'énergie, on ne voit rien venir. Et donc, j'ai l'impression que, comme l'avait titré d'ailleurs, je crois que c'est dans l'Orient le jour, avec la nomination de Rafik Hariri, on est revenu au grand bazar des tractations entre les factions. Et voilà, donc, alors, je voudrais simplement, concernant moi, ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est dans l'approche géopolitique de la question libanaise de la part du président de la République. Je reviens à un message qu'il avait envoyé au Forum de Lugano entre ces deux missions là au Liban. Il a parlé donc des différentes crises régionales et pour dire, s'agissant du Liban, il faudrait dissocier le Liban des crises régionales. Et donc, il a cité les différentes crises. Bon, bien entendu, il y a la Syrie, la question israélo-palestinienne, etc. Et se prononcer, disons, comme s'il voulait faire du Liban, c'était sa proposition, une espèce d'isolat neutre.
D'ailleurs, alors que le Liban, c'est la géopolitique. S'il y a la géopolitique, elle existe au Liban. On est au cœur de la géopolitique. Quand on voit les interventions des acteurs régionaux et internationaux, et là, j'ai trouvé qu'il y avait donc là un défaut d'analyse. Et alors voilà, bon, pour l'instant, d'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir de la part, mais il y a peut-être un côté assez hypocrite, des principaux responsables, quand ils font toujours référence à l'initiative française, ils disent on se situe dans le cadre de l'initiative française, mais on voit que rien ne se passe. Effectivement, comme le disait Karim, il y a une forme d'autisme de cette classe politique. Merci Yves. J'aimerais faire la transition. Je vais vous demander, je vais refaire 2-3 questions pour chacun d'entre vous. Je vous demanderai d'être bref parce que j'ai déjà beaucoup de questions qui nous sont posées par les auditeurs. Yves vient d'insister sur un point qui me paraît très important, c'est que Macron veut considérer le Liban indépendamment de son environnement géopolitique et géostratégique, ce qui évidemment constitue un non-sens. Mais ce que j'ai pu lire récemment, c'est qu'il y avait eu des négociations qui venaient d'être ouvertes entre le Liban et Israël à propos de la délimitation des frontières maritimes et de la délimitation de la zone économique exclusive. Parce que chacun sait qu'il y a des découvertes de gaz offshore en Méditerranée orientale, que cela aiguise évidemment beaucoup d'intérêt et beaucoup d'appétit, ce qui est assez logique. Mais ce qui est important, en l'occurrence, c'est que c'est la première fois qu'officiellement, je dis bien officiellement, il y a des négociations entre officiels libanais et israéliens qui se retrouvent face à face depuis 1983. Alors, quelles peuvent être éventuellement les conséquences de ces nouvelles négociations ou vont-elles rester strictement au cadre gazier tel qu'elles sont présentées à ce stade? Agnès, sur ce sujet, sur ce point? Alors, c'est vrai que cette question de la reprise, le lancement de ces négociations a fait couler beaucoup d'encre. Ce que l'on sait ou ce que l'on peut imaginer, c'est que si ces négociations qui ont été donc lancées après l'accord donné par Nabi Berri, qui est le chef du parti Amal, qui est le président du Parlement, ça a été fait évidemment avec l'accord du Hezbollah, sinon ça n'aurait pas été possible, et que cela a été un moyen de donner satisfaction aux Américains, ou en tous les cas de ménager les Américains qui venaient d'imposer des sanctions à des proches de Nabi Berri, et Nabi Berri sent très bien que la contrainte se rapproche de lui-même et que donc il fallait quand même calmer le jeu à l'égard des Américains pour éviter que les Américains ne prennent d'autres sanctions à l'encontre de sa personne et de d'autres qui lui sont proches, et donc de donner satisfaction sur ce dossier en acceptant d'ouvrir des négociations. C'est un moyen, me semble-t-il, dans un premier temps, de détourner l'attention et en tous les cas de faire en sorte que le boulet passe un peu plus loin ou en tous les cas n'arrive pas directement sur Nabi Berri, parce que c'est quand même ça qui était en jeu dans cette affaire. Nabi Berri et le Hezbollah se sont bien rendus compte que c'était quand même un peu compliqué à faire passer, puisque jusque-là, il n'y avait pas de volonté de négociation avec Israël. Donc, c'est limité vraiment normalement à la délimitation des frontières maritimes. Il n'est pas question pour l'instant de passer à la négociation sur les frontières terrestres. Donc, c'est très localisé. Et je pense qu'il y a un autre élément dans cette acceptation par la classe politique de ces négociations, c'est qu'il y a ce mirage de ce gaz en Méditerranée pour le Liban et que les fameux chefs politiques, la mafia dont parle Karim, et c'est vraiment le terme qui est au pouvoir, espère aussi, a déjà de sa manière dépensé cet argent qui n'existe pas, c'est déjà réparti cette manne qui pourrait venir de l'exploitation du gaz, et donc là, il y a un avantage pour cette classe politique, puisqu'elle veut se maintenir, comme je l'ai dit, coûte que coûte et quelles que soient les conditions. S'il y a un espoir de quelque chose qui permettrait d'alimenter à nouveau les caisses pour que ce système se maintienne, à ce moment-là, on peut faire un petit effort, quitte à dire exactement le contraire de ce qui était dit auparavant, puisque cette classe politique ne se sent absolument pas engagée par des propos quels qu'ils soient. L'important, là je le répète encore une fois, c'est sa survie. Et donc si ça permet de gagner du temps et du coup d'assurer la survie, eh bien elle le fait, et on a bien vu, donc les négociations ont été lancées avec le sentiment que ça va permettre vraiment, je crois que la notion de gagner du temps est une notion importante pour décrypter la façon qu'a ce système politique de fonctionner.
D'accord. Yves, tu nous as parlé des initiatives françaises et de leurs limites. Il y a peut-être un autre acteur, ce sont les États-Unis. Nous savons que les États-Unis ont décidé de sanctions. C'était une habitude de l'administration Trump de prendre des sanctions à l'encontre de quiconque n'était pas d'accord, mais notamment dirigées contre le Hezbollah et ses plus proches partenaires ou alliés. Alors, comment comprendre cette politique appliquée au Liban? Parce que n'était-ce pas pour, et tu me pardonneras l'expression, pour savonner la planche des initiatives françaises? Et puis, deuxième question, toujours à propos des États-Unis, même si là, je te demande de lire dans le mar de café ottoman, c'est la politique de Biden à l'égard, pas du Moyen-Orient en général, nous n'avons pas le temps, mais à l'égard du Liban. Est-ce qu'il y a eu des prises de position durant la campagne sur ce propos? Oui, donc effectivement, là, pour faire le lien avec l'initiative d'Emmanuel Macron, que d'emblée, on a compris que les États-Unis, qui voient donc le Liban évidemment à travers le prisme iranien, ont émis des réserves explicites à l'égard de cette initiative. Bon, Pompeo, le secrétaire d'État, a salué l'engagement d'Emmanuel Macron, mais a regretté que la France maintienne une distinction entre la direction politique du Hezbollah et son aile militaire. D'ailleurs, je témoigne, moi, j'étais directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient il y a 15 ans, eh bien, je recevais des non-papers des Américains nous demandant d'inscrire le Hezbollah avec beaucoup d'insistance parmi les organisations terroristes. Et aussitôt parti Emmanuel Macron, son premier déplacement, donc il y a eu un émissaire, je crois que c'est le numéro 2 du département d'État, le numéro 3, qui est venu à Beyrouth et qui a rencontré donc la société civile de manière plus approfondie d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, l'opposition et puis aussi un groupe de personnalités chiites hostiles au Hezbollah. Et alors il y a eu effectivement des sanctions contre, et là effectivement l'analyse faite par Agnès est tout à fait pertinente autour de ces négociations sous égide américaine pour délimiter les frontières maritimes. D'ailleurs, ce sont des négociations indirectes qui sont engagées depuis déjà quelques années, mais on a abouti à un accord cadre et il y a eu 3 réunions successives, là récemment, autour de cet enjeu qui est fondamental. Je dis au passage que Nabi Berri, c'est tout à fait étonnant que lui ait choisi, effectivement, il a été choisi pour, alors que c'est un dossier qui relève du président de la République, a été choisi pour annoncer cet accord cadre. Effectivement, comme disait Agnès, c'est pour mieux se protéger contre des sanctions. Et on sait que les Américains ont des contacts très approfondis avec le Hamas, comme si la stratégie américaine consistait en quelque sorte à dissocier le Hamas du Hezbollah. En tout cas, c'est certainement dans leurs intentions, mais dans le contexte actuel, effectivement, ils n'y arriveront pas. Alors arrivent les sanctions et contre plusieurs personnalités. Et tout récemment, c'est Gebran Bassil, le chef du courant patriotique libre, donc principal parti chrétien allié au Hezbollah, qui a été atteint. Et ce qui est intéressant et frappant, et ce qui va poser un problème pour la constitution du gouvernement de Rafik Hariri, c'est qu'il a été doublement sanctionné. Vous m'entendez? Oui, c'est pas Rafik, c'est Saad Hariri. Oh là, pardon, parce que effectivement, comme j'ai connu Rafik et non pas Saad, alors effectivement, pardon. Et donc, Gebran Bassil a été doublement sanctionné, d'abord en raison de ses, comme aussi les autres personnalités libanaises, de ses relations avec le Hezbollah, mais aussi pour corruption. Et à mon avis, mais peut-être Karim pourrait nous le confirmer, je crois qu'il est la seule personnalité libanaise frappée par une sanction au titre de la corruption. Et là aussi, il y a cette volonté, cette stratégie américaine de dissocier en quelque sorte le parti chrétien principal du Hezbollah. Donc on voit qu'il y a une véritable stratégie américaine et qu'on peut
alors que très souvent, d'ailleurs ça concerne aussi l'ensemble de la région, quand on parle d'un désengagement américain, auquel je ne crois absolument pas. Ils ont des moyens d'intervenir autrement que par l'envoi de forces spéciales, et en particulier avec le jeu des sanctions. Alors pour répondre à ta question concernant Biden, alors effectivement, on a bien vu du côté du Hezbollah, des chiites, et puis de la classe politique, puisqu'il y a une nouvelle donne qui s'annonce. Eh bien, tout ça va en quelque sorte un peu paralyser les choses, et notamment l'initiative française. Je vois mal comment elle peut avancer et comment les réformes peuvent avancer dans un contexte comme celui-ci. D'ailleurs, je l'ai observé tout au cours de ma carrière. Dès qu'il y avait des échéances des élections américaines, tout s'arrêtait. Et puis après, on repart à zéro. Alors voilà donc cette politique américaine. Et avec Biden, bon, on peut effectivement, il peut y avoir un changement, peut-être moins de tension, effectivement, dans la mesure où Biden a annoncé, mais ça demandera du temps, son intention très claire de réintégrer l'accord sur le nucléaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, s'agissant du Hezbollah, il y aura donc un relâchement des pressions. Mais ce que je crois, alors, concernant justement la lutte contre la corruption, parce que c'est véritablement dans un programme général de Biden, il l'a annoncé, et ça va concerner aussi d'autres pays, notamment les pays du Golfe, c'est-à-dire les droits de l'homme et la corruption. Et donc là, on peut s'attendre qu'il y ait peut-être de nouvelles sanctions américaines contre, effectivement, des chefs de parti ou des chefs de guerre corrompus. Karim, peut-être une dernière question avant de me faire l'interprète des questions qui nous parviennent par chat. C'est un petit peu quel est l'échéancier politique désormais? Quid des prochaines élections, des prochaines échéances électorales, pardon. Quid d'une réforme du système électoral dont on a entendu parler, mais y a-t-il la moindre chance de voir se concrétiser cette réforme du système électoral? Vous parlez aussi au niveau des législatives d'une sorte de circonscription unique. Je pense que ça, c'est un projet qui est plutôt porté par les partis chiites. En tout cas, quel est, sur le court et le moyen terme, après la nomination et la constitution du gouvernement, les échéances électorales et donc politiques pour ce pays? Alors, une partie de l'opposition réclamait des élections législatives anticipées. Cela n'est plus à l'ordre du jour depuis l'initiative Macron, car l'initiative Macron était basée sur la formation d'un gouvernement de mission qui mènerait pendant une période d'1 an les réformes les plus essentielles qui se focaliseraient sur les enjeux économiques et sociaux. Et là, pour répondre aux interrogations d'Yves, je suis tout à fait persuadé qu'en effet, le timing des sanctions américaines a largement contribué à l'échec de cette initiative Macron. C'est-à-dire que ce gouvernement dont on parlait, celui de Mustafa Hadib, était quasiment sur le point de se constituer lorsque sont tombées les sanctions contre un proche de Nabih Berri, un ancien ministre des Finances, et un autre homme politique chrétien également proche du Hezbollah. Et plus récemment, depuis une semaine, des sanctions contre Gebran Bassil. Donc, en effet, celui qui est à la manœuvre aux États-Unis, c'est le numéro 2 qui s'appelle David Schenker, qui a commencé sa carrière dans un think tank très pro-israélien, donc qui est plutôt sur la ligne dure, qui n'est pas sur la ligne de David Hale, qui était un ancien de l'administration Obama, qui incarne plutôt l'establishment traditionnel. David Schenker est plutôt sur une ligne voulant absolument rompre toute relation avec le Hezbollah et affaiblir le Hezbollah en éloignant de lui tous ses alliés chrétiens. Donc, la France disposait d'un soft power assez conséquent au Liban, précisément parce qu'elle parlait à tous les acteurs libanais, dont le Hezbollah. Mais si l'on observe les événements de ces 2 derniers mois, force est de constater que c'est plutôt le bâton qui a fonctionné, le bâton américain, que la carotte française. Et en effet, ces sanctions ont joué un rôle à la fois sur ce dont on parlait également, la délimitation des frontières maritimes. C'est ce qui a peut-être incité Nabih Berri et le Hezbollah à ne pas trop mettre de veto sur cette affaire. Et c'est ce qui les pousse également à faire preuve d'une certaine intransigeance en matière
ils ont compris tous les deux que ce qui préoccupait l'administration américaine, c'était le Hezbollah et ce n'était pas tant la corruption. Donc c'est vrai que dans le cas de Gebran Bassil, on a fait appel à la législation Magnitsky qui parle de corruption, mais si vous lisez d'un peu plus près les attendus, on voit très bien que ce qui est reproché aux 3 hommes politiques libanais qui ont été jusqu'à aujourd'hui sanctionnés, c'est plutôt le fait d'avoir aidé le Hezbollah et ses intérêts. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils ne sont pas corrompus. L'opinion publique libanaise les considère très largement corrompus, mais il y a énormément d'autres hommes politiques libanais qui sont tout aussi corrompus, qui ont été jusqu'à aujourd'hui épargnés par ces sanctions américaines. Donc ces sanctions ont eu un effet. Et pour répondre à une autre question que posait Yves, il y a également une alliance assez étonnante qui s'est constituée entre le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, au pouvoir depuis 1993, et Nabih Berri, le président du Parlement, au pouvoir depuis 1992, pour précisément empêcher tout audit de la Banque centrale. Et le ministre des Finances auquel il était fait allusion, qui a empêché au nom, avec un argument fallacieux en disant que ça allait à l'encontre des législations libanaises sur le secret bancaire, de livrer à la compagnie d'audit un certain nombre de documents qui auraient permis à cette compagnie de faire son travail et de nous informer des virements douteux qui ont été effectués. Donc, un ministre des Finances qui est proche de Nabih Berri, un gouverneur de la Banque centrale qui théoriquement n'a pas d'atome crochu avec Berri, mais qui a formé avec lui un front commun pour défendre ses intérêts financiers bien compris. Et c'est une parfaite illustration de ce système libanais. Et aucun des deux n'a à ce stade été inquiété véritablement par les États-Unis. Donc, il faut être assez méfiant face à ces sanctions américaines. Les Libanais attendent une lutte contre la corruption, mais se méfient beaucoup lorsqu'elle est sélective. Le slogan de la révolution libanaise, c'était tous, c'est-à-dire tous. Les citoyens libanais voulaient que l'ensemble de la classe politique libanaise soit clouée au pilori et que les méfaits des uns ne soient pas passés sous silence au nom d'intérêts géostratégiques. Et c'est cela que le président Macron a voulu mettre en avant lorsqu'il a réinsisté sur la distanciation. Cela peut paraître bien évidemment un peu naïf dans le contexte moyen-oriental, mais je pense que c'est quand même absolument fondamental pour éviter que le Liban ne soit encore une fois pris dans la tourmente de ces guerres par procuration qui vont encore s'intensifier peut-être entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Peut-être que l'élection de Joe Biden va un peu apaiser ces tensions, mais à ce stade, il y a toujours des tensions assez vives. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont toujours sur une position assez maximaliste à l'encontre du Hezbollah et reprochent à Saad Hariri d'avoir accepté de revenir au pouvoir et d'accepter de composer avec le Hezbollah. Merci beaucoup. Alors, je vais tenter de me faire l'interprète des questions qui me sont posées. Elles sont infiniment nombreuses, mais il y en a plusieurs qui tournent autour du rôle des grandes puissances ou des puissances régionales, et il est mentionné à plusieurs reprises la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran, éventuellement la Russie aussi. Quelles ont été les positions de ces différentes puissances quant à l'approfondissement de la crise au Liban, d'une part, et par rapport aux initiatives françaises, d'autre part? Ces questions reviennent à plusieurs reprises. Je pense qu'elles s'adressent à vous 3, donc vous pouvez, celui ou celle qui veut répondre peut prendre la parole. Je veux bien commencer. Moi, ce que je voudrais quand même insister sur un point. Alors, et ça peut faire peut-être l'objet d'un débat d'ailleurs avec Karim et Yves. C'est que on a toujours beaucoup dit et on continue à dire que ce qui se passe au Liban est très lié à ce qui se passe à l'extérieur, avec les ingérences extérieures des puissances régionales et internationales. C'est un fait qu'effectivement, ce pays a souvent subi ces ingérences qui ont été importantes. Je crois qu'il convient là aussi quand même, aujourd'hui dans la crise que connaît ce pays, de bien voir que la dimension interne est quand même une dimension qui est une dimension fondamentale et qu'on ne peut pas toujours
expliquer ce qui se passe au Liban par rapport à ces ingérences extérieures, régionales et internationales, même si évidemment elles ont un rôle extrêmement important et elles jouent un rôle extrêmement important. Mais les ressorts de la crise actuelle, on voit bien que cette crise est une crise qui au départ a été avant tout une crise financière, à savoir que le système financier qui a été mis en place par la Banque centrale s'est écroulé parce que l'argent ne venait plus de l'extérieur pour l'alimenter comme il l'alimentait pendant des dizaines d'années, permettant à ce système clientéliste de vivre. Chaque chef politique, chaque chef mafieux avait sa somme qu'il redistribuait aux siens et qui permettait au système de fonctionner. C'est vrai que là, si on revient aux ingérences extérieures, le fait que des pays comme l'Arabie Saoudite ou les pays du Golfe ont beaucoup moins mis d'argent ces dernières années, justement parce que cet affrontement avec l'Iran faisait que les pays du Golfe ne voulaient plus mettre autant d'argent dans le Liban puisqu'ils ne voulaient pas que ce système fasse le jeu du Hezbollah. Donc, ça a été un élément, évidemment, qui a joué. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que les ressorts de cette crise est aussi vraiment des raisons internes, à savoir d'un système politique qui a été mis en place au lendemain de la guerre, qui aujourd'hui est remis en cause par son propre fonctionnement, qui peut être accentué, dont les dérives peuvent être accentuées par le jeu des puissances régionales et internationales. Mais cette dimension intérieure, je pense qu'il faut quand même la rappeler parce qu'il me semble quand même qu'elle a son rôle et que tout ne peut pas venir de l'extérieur pour régler cette question. Et on voit bien la difficulté qu'a Macron dans l'initiative qu'il a lancée, c'est qu'il se retrouve face à ces 6 chefs qui, de toute façon, vont resserrer les rangs pour se maintenir. Alors, ils ont attrapé l'initiative Macron en disant si c'est un moyen de faire plaisir à Macron et que l'argent arrive, eh ben, on va s'entendre et on va dire qu'on va mettre en place un gouvernement. Or, on voit bien que ça ne marche pas parce que dans un premier temps, ils ont dit oui, d'accord, on va respecter. Ils ont nommé un Premier ministre, Moustapha Hadib, pour faire plaisir à Macron, pour donner le sentiment qu'ils allaient accepter la requête pour que l'argent vienne. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, quand on parle de ces ingérences extérieures, je pense qu'il faut aussi avoir vraiment en tête aussi tout ce fonctionnement finalement de ce système interne. Ce qui m'a frappé quand j'étais là à Beyrouth, donc il y a quelques jours, c'est qu'on parlait beaucoup de la Turquie et beaucoup plus que les fois précédentes où j'avais été au Liban. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que beaucoup s'interrogent, mais ça c'est Didier, toi tu vas pouvoir répondre, que fait la Turquie au Liban? Est-ce que la Turquie vraiment s'intéresse au Liban? Et quand j'étais là-bas, il y a eu cette fameuse manifestation devant l'ambassade française après les déclarations de Macron suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et donc, c'est des manifestations qui étaient organisées a priori mobilisés par le Hezbollah, mais des manifestations qui venaient de Tripoli. Et tout de suite, les premiers commentaires que j'ai entendus, moi, c'est de dire ça vient les personnes viennent de Tripoli, dans des bus qui ont été affrétés de Tripoli, et c'est la Turquie qui est derrière. Alors après, avec d'autres éléments, on m'a dit que non, c'était pas la Turquie, mais le premier réflexe, c'était de dire c'est la Turquie qui était derrière ces bus. Mais là, je pense que Karim aura sûrement plus de choses intéressantes à dire que moi là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en raison du rôle de la Turquie aujourd'hui dans la région, on parle beaucoup plus aussi de ce rôle de la Turquie au Liban. Alors, on sait que traditionnellement, il y a des liens entre la ville de Tripoli au nord du Liban et la Turquie, puisque la frontière n'est pas loin. Mais c'est vrai qu'on s'interroge aujourd'hui aussi beaucoup sur ce que voudrait faire la Turquie au Liban. Et la façon dont on en parle, je trouve que c'est assez nouveau par rapport à ce que j'avais pu entendre au cours de mes voyages précédents. Yves. Oui, je remercie Agnès, là, effectivement, parce que pour compléter, s'agissant de la Turquie, montre bien, voilà un nouvel acteur régional qui affirme de plus en plus sa présence dans la région et notamment au Liban. Et récemment, hier, Erdogan a fait une déclaration assez étonnante pour dire la Turquie, et il désigne en fait l'Empire ottoman, revient. Et il parlait de ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, et puis aussi son soutien qu'il a apporté à l'Azerbaïdjan. Nous sommes revenus en Azerbaïdjan, nous sommes revenus en Libye, nous sommes revenus, et puis même il a fait aussi une déclaration où il parlait de l'Algérie, du colonialisme français, etc. Donc, il se veut être, ça fait partie, disons, aussi de cette stratégie néo-ottomane de la Turquie, à vocation impérialiste. D'ailleurs, le président a été très clair dans son message au forum de Lugano.
quand il a parlé de ces puissances à caractère impérial. Et il désignait l'Iran, il désignait la Russie et il désignait la Turquie. Et donc la Turquie maintenant se veut le protecteur des communautés sunnites dans le monde. Et alors, ce que j'ai appris, mais je n'ai pas d'indication plus précise que ça, peut-être, et là, Karine pourrait peut-être nous préciser, c'est cette fragmentation là qui s'annonce du territoire libanais. Autant je ne crois pas, contrairement à ce langage un peu trop apocalyptique de Macron et surtout du ministre des Affaires étrangères qui parle de la disparition du Liban, de l'effondrement du Liban, mais par contre, il y a cette fragmentation qui est dangereuse pour l'avenir. Là, c'est déjà le cas quand on voit, tiens, mais parlons de séparatisme. Quand on parle de séparatisme en France, on comprend très bien ce que cela veut dire. Et quand on parle de séparatisme au Liban, on comprend très bien ce que cela veut dire, s'agissant notamment, effectivement, de la quasi-autonomie d'un État dans un État qui n'existe pas, le Liban, qui s'est constitué donc sous l'égide du Hezbollah au sud du Liban et aussi dans certains quartiers de Beyrouth, à l'aéroport et au port. Et donc, on dit qu'il y a des séparatismes qui s'organisent dans la communauté maronite et aussi une partie de la communauté sunnite, et on annonce que peut-être des armes, des moyens importants sont distribués à différentes communautés. C'est peut-être là le risque, disons, à moyen terme, concernant, disons, l'avenir du Liban. Alors là, peut-être, s'il y avait des indications nouvelles à donner là-dessus, c'est peut-être le risque, effectivement, de cet éclatement, en quelque sorte, du Liban, parce qu'il y a certainement des projets politiques qui s'organisent autour de cela. Karine, tu veux préciser, je me permets de compléter aussi la question, puisqu'on est là sur les interférences extérieures du rôle de la Chine. Deux questions me sont posées sur le rôle de la Chine. Y a-t-il des visées chinoises? Et il est fait référence à l'achat du port du Pirée par les Chinois. N'y aurait-il pas des visées à propos ou à l'encontre de ports libanais? Oui. Tout d'abord, nous sommes en période où toutes les communautés, tous les Libanais traversent de véritables angoisses existentielles. Et ces angoisses existentielles créent très souvent des replis communautaires, des replis identitaires. Donc, ça nous ramène à l'argument d'Agnès, qui est un argument qui est présent au Liban depuis 1840, intervention extérieure ou crise endogène. Et très souvent, on a une imbrication de ces deux phénomènes. On a la projection de conflits externes sur une situation interne qui est naturellement conflictuelle, qui est propice à les accepter, même à les aiguiser, à en fomenter de nouveau. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de telles angoisses existentielles qu'il y a ces replis communautaires, ces phénomènes de paranoïa même et d'angoisse qui sont tels qu'ils permettent à des puissances étrangères d'instrumentaliser, de clientéliser les communautés, ce vieux phénomène également qui remonte au 19e de clientélisation des minorités religieuses. C'était présent à l'époque de Napoléon III qui cajolait les maronites, à l'époque c'était les Druzes avec la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il y a un phénomène où la communauté sunnite, depuis une trentaine d'années, depuis donc Rafik Hariri père, était fortement soutenue par l'Arabie saoudite et la communauté chiite soutenue par l'Iran. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis le désengagement saoudien, notamment depuis qu'ils ont un peu les vannes financières, que le soutien financier saoudien s'est tari, la Turquie a quelque peu bénéficié d'une ouverture, notamment dans la région du nord Liban de Tripoli, où il y a une population particulièrement popularisée. Tu évoquais, Didier, au tout début de l'émission, le taux de pauvreté qui dépasse les 50%. Eh bien, à Tripoli, qui est une ville très densément peuplée, nous avons un taux d'extrême pauvreté, c'est-à-dire où nous avons littéralement des centaines de milliers de personnes qui vivent avec moins de 2 ou 3 dollars par jour. Et c'est là qu'il y a eu, depuis quelques mois, on entend énormément de témoignages sur une véritable percée turque à travers des associations de charité, des soutiens à des hôpitaux, etc. Cela dit, je confirme que la manifestation qui a eu lieu devant l'ambassade de France
n'était pas organisée par le Hezbollah, n'était pas organisée non plus par les Turcs, par Erdogan. Elle était organisée par un petit parti assez marginal qui s'appelle Hezb ut-Tahrir, le Parti de la Libération. C'est un petit parti ultra-fondamentaliste sunnite qui réclame un califat mondial dont peu de Libanais avaient entendu parler, mais qui a fait descendre par bus de Tripoli environ 200 à 300 personnes qui ont manifesté devant la résidence des Pins. Donc ça s'est passé sans trop de heurts, ça a duré 1 heure ou 2, mais c'était symboliquement assez frappant et renforçait les angoisses communautaires des autres communautés. C'est un tout petit pays, donc on était à 200 mètres des quartiers chrétiens, voire 300 personnes venues de Tripoli dans des bus réclamaient l'instauration d'un califat et criaient mort à Macron, etc. Donc c'était un peu le contre-exemple de cette révolution de 2019 où on avait vu les citoyens fusionner dans une ambiance un peu bon enfant et réclamer ensemble un nouveau pacte social fondé sur la citoyenneté. Merci. Sur la Chine, qu'il y avait eu en effet il y a déjà 1 ou 2 ans des volontés chinoises de prendre des parts importantes dans le port de Tripoli, qui est un port particulièrement significatif. L'ambassadeur chinois au Liban, qui est particulièrement dynamique, a fait plusieurs déclarations dans ce sens. Il a fait beaucoup communiquer. Il a eu une page entière dans le Financial Times pour expliquer que ce port de Tripoli pourrait jouer un rôle décisif dans le cadre des routes de la soie, que Tripoli pourrait devenir, comme elle l'était il y a plusieurs millénaires, un tournant, une plaque tournante du commerce international. Mais depuis, la Chine fait plutôt cela avec un profil un peu plus bas. Et c'est en effet plutôt la Turquie dont on parle énormément, mais je parle sous ton contrôle, qui est mieux placé que moi pour savoir jusqu'à quel point il s'agit d'une politique opportuniste ou s'il s'agit d'une stratégie de long terme. Bon, je profite de l'interpellation. Je pense que c'est une politique de long terme, incontestablement. On n'a pas le temps de développer, mais qui est en plus renforcée conjoncturellement par l'animosité qui existe entre la France et le Liban. Il est évident que Erdogan profite aussi de cette situation, cherche à la mettre à son profit, à la faire passer à son profit pour, sur un autre terrain, lutter contre l'influence de Macron, etc. Mais comme je ne veux pas monopoliser la parole sur la Turquie, sinon je vais être trop bavard, je voudrais vous poser une question. Elle revient aussi à plusieurs reprises. C'est sur la diaspora libanaise, c'est-à-dire que là, on revient aux questions économiques notamment, et sur le fait que, me dit-on, hein, nos auditeurs connectés, que cette diaspora libanaise a une forte importance économique. Quel rôle peut-elle jouer ou veut-elle jouer pour tenter de contribuer à la résolution de la crise, bien sûr économique, mais aussi éventuellement politique au Liban? Ça revient à plusieurs reprises. Moi, je veux bien dire 2-3 mots là-dessus. C'est que dans le contexte actuel, où le système bancaire est complètement, de toute façon, gelé, puisque de toute façon, l'argent est bloqué dans les banques, il n'existe plus, il s'est évaporé. Même si la diaspora a beaucoup d'argent, elle ne va pas envoyer de l'argent au Liban, puisque de toute façon, cet argent va rester dans les banques et ne pourra pas arriver auprès de ceux qui en ont besoin. Donc, la diaspora peut être mobilisée et sera mobilisée, mais dans un deuxième temps, c'est-à-dire une fois la crise politique réglée, la diaspora peut à ce moment-là et devra sûrement jouer un rôle extrêmement important parce que c'est une diaspora, effectivement, qu'on retrouve un peu partout et qui a des ressources absolument considérables. Mais aujourd'hui, parler du rôle de la diaspora, je ne sais pas très bien comment cette diaspora pourrait aujourd'hui aider le pays, puisque de toute façon, aider le pays, ça veut dire vraiment lancer un programme politique, lancer des véritables réformes qui remettraient l'État sur des rails, permettant justement à cet État de remplir ses fonctions et d'utiliser l'argent qui viendrait de l'aide internationale et de la diaspora pour véritablement mettre en place un projet politique au sein duquel l'État retrouverait son rôle et pourrait gérer cette manne qui viendrait de l'extérieur, que ce soit l'aide internationale ou que ce soit la diaspora. Donc aujourd'hui, parler de la diaspora, de cette manière, j'allais dire, ça ne sert à rien dans le sens où cet argent, même s'il était mobilisé, ne pourrait pas permettre une amélioration de la situation des Libanais, puisque tant que le système
sera bloqué comme il est, et tant qu'il n'y aura pas eu un changement radical de ce système politique, moi je suis convaincue, alors je déborde un peu de la question, c'est que le système tel qu'il est ne peut plus fonctionner. Et donc, seul, j'allais dire, de renverser la table pourrait permettre d'envisager autre chose et permettre au pays de repartir sur d'autres bases. Les bases actuelles ne peuvent pas se réformer. Et c'est la découverte, ou en tous les cas, c'est l'expérience que l'on voit après la proposition Macron, lorsqu'il dit il faut réformer ce système. On voit bien que ce système n'est pas réformable. Et donc, à partir de là, mobiliser la diaspora sur un système qui n'est pas réformable et qui ne peut pas se réformer pose problème. Toute l'équation. Karine, tu veux réagir aussi? Je partage ce constat. Ça peut sembler contre-intuitif, mais il ne faut pas trop miser sur la diaspora, car nous nous retrouvons dans une situation où le Liban est en train de se vider de ses forces vives, se retrouve avec d'un côté une population paupérisée, ce qui reste ce sont les plus pauvres, avec une toute petite bulle de Libanais très privilégiés, et les classes moyennes sont totalement en train de déserter le pays. Et puis la diaspora avait énormément soutenu le Liban durant les années 90-2000. À l'époque, c'était près de 9 milliards de dollars qui rentraient chaque année. C'est quasiment les mêmes sommes qui arrivaient en Égypte pour une population de 100 millions d'habitants. Donc, c'était des sommes énormes qui venaient, mais qui ont contribué à alimenter une crise financière, un cercle financier qui s'est avéré vicieux, parce que l'économie libanaise était devenue une économie de rente. On attirait des sommes en provenance de l'étranger, on les surrémunérait et on exportait les forces vives, les jeunes Libanais, dès qu'ils obtenaient leur diplôme, quittaient leur pays, allaient travailler dans les pays du Golfe ou en Occident, renvoyer des devises. Aujourd'hui, il est très important de réorienter l'économie libanaise vers les secteurs productifs, l'économie du savoir, l'agriculture, l'industrie, le high-tech, et ne plus penser systématiquement que la diaspora va nous envoyer des bouées de sauvetage toutes les quelques années, car cette diaspora finira elle aussi par se lasser et ne souhaite pas que servir de vache à lait pour permettre la reproduction à l'infini d'une classe politique qui ne lui a pas donné le rôle politique auquel elle aspirait, parce que cette diaspora n'a toujours pas pu s'impliquer suffisamment dans la vie politique du pays. Yves, tu veux intervenir? Non? Oui? Non, ce que je voudrais, parce que tu avais posé une question là tout à l'heure sur les futures élections et la loi électorale. Oui. Et là, parce que ça pose le problème là qui m'intéresse en ce moment, c'est l'évolution démographique du Liban. Et il est extrêmement difficile d'avoir des données précises, puisque depuis 1932, donc il n'y a pas eu de recensement de la population libanaise. Mais on voit bien les évolutions. D'ailleurs, et les accords de Taïf ont pris acte de cette évolution, puisqu'on a voulu instaurer un équilibre entre chrétiens et musulmans. Et quand on parlait de musulmans, ça concernait la composante sunnite et la composante chiite. Or, d'après ce que je comprends, les chiites, dans la composante, dans cet ensemble musulman, les chiites seraient plus nombreux. C'est une évolution assez récente. Et moi, j'ai vu là récemment que Nabi Berri, donc président chiite du Parlement, proposait une loi transformant donc la loi électorale précédente, et si j'ai bien compris, instaurant une circonscription unique avec la proportionnelle. Alors, ce qui veut dire, si c'est le cas, c'est que les chiites pourraient être en droit de réclamer donc une position nouvelle qu'ils n'ont pas eue, ce qui explique d'ailleurs tous les blocages autour de la nomination d'un ministre des Finances chiite pour avoir ce qu'on appelle la troisième signature et de pouvoir bloquer des décisions gouvernementales. Donc se pose le problème, et je pense pour l'avenir, et donc effectivement de peut-être cette prétention de la communauté chiite d'avoir une place différente. Et cette loi électorale, où en est-on? Parce qu'à un moment d'ailleurs Macron, et c'est lui qui proposait dans sa feuille de route aussi qu'il y ait des élections anticipées dans les 6 mois. Et après, il a vite abandonné parce qu'il a bien vu que pour des élections, il faudrait avoir une nouvelle loi électorale qui accorde beaucoup plus de
proportionnalité, ce qui a été le cas de la récente réforme, mais qui n'a pas permis effectivement l'émergence de nouvelles forces politiques, notamment de la société civile. Alors cet aspect-là, pour l'avenir du Liban, me paraît tout à fait, proprement interne, tout à fait important, et peut-être que Agnès et Karim peuvent peut-être alimenter un peu nos connaissances dans ce domaine. J'en profite. Vas-y, Karim, vas-y. Alors, juste pour compléter, en effet, la circonscription électorale unique, cette proposition de Nabil Berri, c'est un vieux serpent de mer. C'est une vieille proposition qui remonte aux années 60-70 et c'est un épouvantail qu'on a juste quelques années pour effrayer un peu les autres communautés. Mais en termes d'équilibre démographique, si on observe aujourd'hui un peu les chiffres dont on dispose, c'est-à-dire les inscrits sur les listes électorales, on est à quasiment un tiers de chrétiens, un tiers de sunnites, un tiers de chiites. Et là, je parle des résidents, non pas des Libanais de la diaspora. Mais le moyen qui semble aujourd'hui le plus raisonnable d'évoluer vers la citoyenneté sans apeurer les minorités serait d'appliquer tout simplement la Constitution, les accords de Taïf, qui prévoyaient l'évolution vers un système bicaméral, c'est-à-dire la mise en place d'un Sénat où seraient représentées les communautés religieuses en tant que telles. Ce Sénat aurait un droit de regard sur les grandes questions existentielles. On enverrait là-bas les représentants de l'establishment, les hommes politiques communautaires que nous avons aujourd'hui. Quant à l'Assemblée nationale, la Chambre basse, elle serait élue sur une base non confessionnelle, et cela que nous aurions une nouvelle classe politique représentant les forces vives de la nation, et elle s'attellerait aux problèmes les plus chauds, les problèmes économiques, sociaux, l'électricité, l'eau, les ressources énergétiques, la crise des poubelles, les problèmes auxquels les Libanais veulent voir trouver des solutions dans l'immédiat. Ils en ont assez d'entendre parler de ces crises entre leaders communautaires et du partage des dépouilles et des postes entre communautés. Là, aujourd'hui, on est en pleine crise économique. La crise des déchets refait son apparition et on a une crise de nerfs d'un archevêque grec catholique qui nous dit c'est pas normal que dans la formule gouvernementale qui est en train de se constituer, nous n'ayons qu'un seul ministre et non pas deux, alors que s'il y a 18 ministres, nous avons droit à deux et non pas à un seul. Donc, c'est assez surréaliste. Donc, il est grand temps de transcender ce communautarisme. Et s'il y a toujours des angoisses, on pourrait tout à fait les apaiser en créant ce Sénat qui aurait un droit de regard, un droit de veto sur les grandes questions existentielles. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que deux personnes d'ailleurs réagissent à l'expression qu'a utilisée Agnès sur « il faut renverser la table ». Alors ces deux personnes, oui d'accord, on est éventuellement d'accord sur la formule, mais avec qui peut le faire? Avec quelle solution? Alors bon, Karim nous trace une perspective importante, je pense, au niveau institutionnel. Et puis par ailleurs, parce que c'est lié, une autre personne indique on a parlé du mouvement de contestation. Alors certes, il y a eu la pandémie qui a eu des effets négatifs sur ce mouvement de contestation, mais la personne souligne aussi que ce mouvement n'a pas été capable à lui seul, pour l'instant en tout cas, de formuler une véritable alternative politique au système et à la crise actuelle. Donc c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, et donc qui peut renverser la table sur quel programme et avec quelle force? Vaste sujet, comme dirait l'autre. Oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que, évidemment, dans un pays où le système a fonctionné comme il a fonctionné maintenant depuis des dizaines d'années, l'émergence d'une alternative politique ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est évident que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir des forces politiques constituées et qui vont présenter un programme politique. J'observe quand même qu'il y a des forces politiques aujourd'hui au Liban qui travaillent à un programme politique, qui essayent de s'organiser avec des plateformes pour proposer alternatives, pour proposer un programme politique différent et qui s'inspire justement de ce mouvement de contestation l'année dernière en mettant au centre de ce projet politique la question de la citoyenneté, puisque seule la citoyenneté, finalement, seule l'émergence d'un État laïque pourrait permettre de sortir du système dans lequel est le pays et de l'impasse surtout dans laquelle se trouve ce pays. Donc,
Évidemment qu'il y a des frustrations de se dire qu'un an après, cette offre politique de l'opposition est encore fragile et est encore en train de se constituer. Mais moi, j'observe, et ça Karim, je pense, pourra en parler mieux que moi, il y a des forces qui sont en train de s'organiser. C'est difficile parce que l'apprentissage aussi de la discussion, du compromis politique entre différentes forces politiques ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a un mouvement, en tous les cas, qui est en train de se mettre en place. Et je crois que peut-être que la chance du Liban, alors ça va peut-être vous paraître un peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais peut-être que la chance du Liban, c'est que la situation est tellement catastrophique aujourd'hui. C'est-à-dire que les Libanais sont en train de toucher le fond. Et la classe politique et les mafieux au pouvoir, aujourd'hui, ne peuvent plus profiter de grand-chose puisqu'il n'y a plus d'argent disponible pour leur permettre de continuer à faire fonctionner ce système et à en profiter. C'est peut-être du coup le moment où on peut dire à cette fameuse classe politique, écoutez, là pour l'instant, vous n'arrivez à rien faire, vous n'avez plus d'argent pour alimenter vos systèmes de clientèle, parce que plus qu'un système de corruption, c'est un système clientéliste qui existe au Liban, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous n'avez plus de quoi nourrir votre clientèle, donc mettez-vous de côté, comme dit Karim, on vous met dans une chambre qui va s'occuper des questions, des questions, pas de la gestion du quotidien, et laissez les forces politiques émergentes prendre les choses en main, proposer un projet politique et au sein duquel, où l'État sera au centre, la citoyenneté sera au centre, et en rassurant évidemment les communautés, mais de dire les communautés ne sont pas capables de gérer le pays et elles ont démontré le pays dans une impasse. Donc maintenant, c'est à d'autres forces non communautaires qui, elles, peuvent mettre en place ce système. Mais évidemment, ce qui est frustrant dans ce que je suis en train de dire, c'est que tout ça, ça prend du temps, ça n'émerge pas en quelques jours, que la pandémie a joué un rôle catastrophique dans cette mobilisation et dans cette capacité aussi à pouvoir travailler de la part de ces forces politiques, mais il y a quand même une dynamique aujourd'hui qui est en cours. Est-ce qu'elle pourra arriver à son terme? Est-ce que les mafieux les laisseront arriver à son terme? C'est une vraie question. Est-ce qu'éventuellement l'extérieur pourra aider sans que ce soit un apport négatif, parce qu'on a vu parfois que l'extérieur pouvait apporter, l'aide pouvait être négative et non pas être vraiment utilisée. Donc l'équation est extrêmement compliquée, mais moi je voudrais quand même dire qu'il y a une petite lueur d'espoir là, parce qu'il se passe des choses sur le terrain. Est-ce que Karim, tu peux nous donner quelques précisions justement sur ces linéaments de regroupement qu'évoque Agnès, notamment au sein de la jeunesse? On me pose des questions sur la situation de la jeunesse. Celle-ci, comme le reste de la population, ne doit pas être au mieux de sa forme, doit être un peu désespérée. Néanmoins, y a-t-il des ferments d'organisation, de regroupements politiques ou d'autres types organisationnels prenant en charge tous les aspects et défis de la vie quotidienne? Oui, je confirme qu'il y a des ferments de changements qui sont en train d'émerger aussi bien au sein de partis politiques nouveaux établis qu'au sein des universités. Comme il n'y a pas d'élection nationale en ce moment, les élections au sein des universités prennent une dimension symbolique très importante. Il y a eu une première université il y a 2 semaines, l'université libano-américaine, qui a organisé des élections. Elles ont été remportées par les forces proches de la révolution et les partis de l'establishment classique n'ont obtenu que 2 ou 3 sièges sur les 15 sièges qui étaient à pourvoir. Dans 2 semaines, nous organisons à l'université Saint-Joseph nos propres élections. Il y a eu des débats assez vifs, mais c'est à l'instigation de certains étudiants du club laïque, donc des étudiants également proches des idéaux de la révolution, que ces élections vont finalement avoir lieu. Certains partis de l'establishment avaient fait valoir des arguments disant on est en période de coronavirus, de confinement, on ne peut pas vraiment faire campagne, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux annuler les élections cette année, etc. Finalement, l'université a décidé de maintenir ces élections, elles vont avoir lieu. Il y a également des élections à l'université américaine de Beyrouth cette semaine. Et dans toutes ces universités, on voit les forces plutôt proches des idéaux de la révolution prendre le dessus. Alors, bien évidemment, ces universités ne sont pas représentatives du tissu social libanais dans son ensemble, elles sont plutôt élitistes, mais à l'échelle nationale, il y a également quelques lueurs d'espoir. Il y a un certain nombre de nouveaux partis qui sont en train d'émerger, et non seulement de nouveaux partis qui émergent, mais qui sont en train de constituer entre eux, à défaut d'une union, des mémorandums d'entente, c'est-à-dire de se rapprocher entre eux
et ça va de la gauche radicale au centre droit. Il y a un certain nombre de députés qui ont démissionné après l'explosion du 4 août. Ils se sont rapprochés des mouvements qui étaient déjà dans l'opposition. Il y a un mémorandum d'entente qui a été négocié entre le Bloc national, un parti de centre-gauche, et le Parti citoyen et citoyenne dans un État. Il y a également des groupes de jeunes qui sont présents à Tripoli, à Saïda, qui sont également représentatifs. Il y a l'un des gendres du président de la République, le général Chamel Roukoz, qui a une réputation d'intégrité, qui a pris ses distances avec le régime et qui s'est rapproché de Charles El-Nahas, une des figures de l'opposition. Donc, à mon avis, seule une union sacrée de tous ces opposants, au-delà de ce qui les sépare, parce que ces gens-là ne sont pas d'accord, notamment sur les questions économiques et sociales, mais ils sont d'accord sur la nécessité de rompre avec un système tout à fait corrompu et de reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, si dans un premier temps, ils parviennent à mettre de côté leurs divergences sur la fiscalité, sur la question du Hezbollah qui continue de diviser, etc., et à former une union contre ce qu'on appelle le club des six, c'est-à-dire ces 6 oligarques, ces 6 vieux partis qui dominent la classe politique depuis une trentaine d'années, on peut espérer une percée. Je ne pense pas que cela peut mener à une majorité au Parlement, mais déjà obtenir un tiers des sièges au Parlement, ce serait assez considérable et ça les empêcherait de faire, comme aujourd'hui, absolument tout ce qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun contre-pouvoir au Liban. Aussi bien le Parlement que la justice, qu'une grande partie des médias sont détenus par ces 6 partis qu'on évoquait qui prennent le pays à la gorge. Merci beaucoup. Yves, tu veux donner quelques éléments de précision? Non, effectivement, l'espoir pour le Liban, qui a montré à travers son histoire, disons, cette grande capacité de résilience face à des catastrophes et des tragédies. Et donc, l'espoir viendra de la société civile. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, un peu choqué dans l'initiative du président de la République, et qui se différencie de ce côté-là du côté de la stratégie américaine, c'est que finalement, il ne s'est pas beaucoup intéressé à la société civile. Il a rencontré quelques personnalités, peut-être pas forcément très représentatives, lors de son premier voyage et son deuxième déplacement. Eh bien, il n'y faisait plus référence à ce qu'il a appelé la colère du peuple libanais. Je les ai entendus, donc c'est la colère de cette société. Et puis finalement, ben maintenant, il n'en est plus question, c'est-à-dire, il donne la priorité, on le voit dans son discours concernant un peu, disons, toutes les crises qui se répandent dans la région, que la priorité, c'est non pas tellement la souveraineté du peuple, mais la souveraineté des États. Comment reconstruire et consolider les États. Alors voilà, donc, et concernant la société civile, effectivement, on voit bien, et puis c'est pas lié uniquement disons, à la pandémie, ou alors cette sidération dans la capitale après la double explosion, et qui fait qu'on n'entend plus tellement leur voix, mais il y a beaucoup trop de rivalité entre elles, il n'y a pas de coordination, et puis il n'y a pas, parce qu'on a besoin de grandes figures qui puissent apparaître, et donc il faut qu'elles se mobilisent, et notamment politiquement. Et ce qui m'inquiète, là, Karim disait qu'il pourrait remporter un tiers des sièges là au Parlement, mais je ne vois pas comment pourrait-il le faire avec la loi électorale? Moi, j'étais observateur pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie aux élections de 2008. Et donc, j'ai rencontré d'ailleurs toutes les personnalités politiques. Et 15 ans après, ben, effectivement, ce sont toujours les mêmes. Et je ne vois pas, même s'il y a eu un progrès avec la nouvelle loi électorale qui, je crois, date de 2017, les dernières élections, avec la proportionnalité, mais finalement, il y a eu des constitutions de listes société civile, mais qui n'ont pas pu véritablement émerger parce qu'il y a un problème d'égo, de coordination. Voilà, mais c'est là où effectivement, il faudrait les encourager à se structurer davantage pour pouvoir un peu, comme le disait Agnès, renverser la table. Mais ces forces de rupture, c'est comme ça qu'on les appelait, on ne les voit pas véritablement apparaître pour l'instant. Une question, je te demanderai d'être très court, Yves, mais je te la pose un peu brutalement, telle qu'elle a été formulée.
pourquoi la France s'investit-elle dans le, entre guillemets, marécage libanais? Quels sont les véritables gains à escompter? Ah, les gains, non, mais oui. Bon, c'est une question, on y est habitué. Moi, lorsque j'ai écrit un livre là sur la profession de diplomate, où je parlais, lorsque j'étais directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, en faisant un peu le tour d'horizon de l'ensemble des dossiers du Proche-Orient, et je trouvais, d'ailleurs ça avait choqué certains de mes amis libanais, parce que s'agissant de la politique de Chirac, que moi, globalement, j'ai apprécié, hein, posteriori, ça, il n'y a pas de doute, c'est cette obsession libanaise. Voilà, c'est-à-dire, disait Chirac, c'est-à-dire il voyait le Proche-Orient et toutes les crises à travers le Liban. Alors c'était peut-être un peu excessif, mais tout de même, si, et c'est pas uniquement le président de la République actuel, c'est pas les différents présidents de la République, c'est l'attachement de la France. Moi, je suis dans le Gard. Et c'est pas moi qui les ai organisées. Le nombre de manifestations auxquelles je participe et que je vois émerger de solidarité avec le Liban, c'est la France entière. Donc il y a ce passé qui fait que effectivement on doit exprimer. Alors voilà, donc alors on a des intérêts stratégiques, quoique finalement, bon, ce que représente le Liban en termes d'intérêts stratégiques a ses limites forcément. Et puis on n'a pas d'intérêt économique, on n'a pas d'intérêt industriel. Donc voilà, il y a cet intérêt, cette histoire commune, donc dans la relation franco-libanaise qui amène la France à s'y intéresser, et comme l'a fait le président, parce que ce qu'on doit retenir de son initiative, c'est le fait qu'il a été le seul chef d'État étranger à s'intéresser au Liban dans cette phase difficile. Merci. Il y a un élément dont nous n'avons pas du tout parlé, et j'ai 3 questions à ce propos, c'est l'armée libanaise. A-t-elle un rôle particulier, singulier? Peut-elle, veut-elle peser sur la situation? Agnès ou Karim? Agnès? Oui, je veux bien dire un mot. Je pense que Karim aura peut-être des choses plus intéressantes Oui. que moi à dire. C'est vrai qu'il y a toujours cette idée finalement que l'armée pourrait représenter à un moment ou à un autre un recours et que pourquoi l'armée ne prendrait pas les choses en main, avec toujours cette idée de la période de l'histoire libanaise avec Fouad Chehab, qui a été une période finalement qui a été pas l'âge d'or, mais une période où les choses fonctionnaient assez bien. Donc il y a cette idée de pourquoi pas reproduire ce scénario. J'avoue que j'y crois pas beaucoup, moi. Alors, je sais pas ce que va dire Karim, mais je crois pas du tout à ce scénario que l'armée puisse prendre les choses en main ou puisse représenter une alternative. C'est vrai que l'armée est traversée, enfin, toutes les communautés sont représentées dans l'armée, bien évidemment, puisque c'est un corps qui représente l'ensemble des Libanais. Il y a des tensions aussi au sein de l'armée, comme il y en a dans toutes les autres communautés du pays. Ce qu'il faut voir, c'est que l'armée, jusque-là, était plutôt bien traitée, puisque les traitements étaient importants et que tous les bénéfices ou les avantages sociaux qui étaient liés à la fonction militaire étaient intéressants. Aujourd'hui, avec la crise financière, le soldat qui touchait l'équivalent de 1000 dollars, ben aujourd'hui, n'en a plus que 150 en raison de la dévaluation de la livre libanaise. Donc, une motivation qui, à mon avis, quand même est moindre aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise, puisque les conditions matérielles sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer avoir avant la crise. Moi, le risque que je vois avec l'armée, c'est pas que l'armée puisse représenter une alternative, mais c'est qu'un certain nombre de soldats qui donc aujourd'hui vivent dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'auparavant, puisque leur solde est complètement dévalué. Pourquoi continueraient-ils à se rendre à leur caserne et travailler? Et pourquoi ne resteraient-ils pas chez eux, finalement? Et dans un cas où la situation se dégraderait un peu plus, que des milices s'organisent avec ces militaires qui pourraient à ce moment-là trouver plus d'intérêt à rester là où ils sont, plutôt que de rejoindre ce corps, même si ce corps, je crois, continue à rester un corps très solidaire et un corps quand même qui m'a l'air jusqu'à là encore solide. Mais je ne sais pas, Karim, qu'est-ce que tu en penses? Je pense en effet que les Libanais sont très attachés à l'armée nationale parce qu'ils ont encore en tête les traumatismes de la guerre civile et les différentes milices communautaires qui sévissaient à l'époque. Donc il y a une sorte d'union sacrée autour de l'armée. Cela dit, je crains en effet que l'hyperinflation, la traite qui est devenue très faible
Les soldats sont même désormais privés de viande dans leur ration alimentaire. Ils n'ont plus de viande, ils ne sont plus nourris correctement. Donc il y a une hantise au Liban. C'est le scénario de 1975 où on aurait de nouveau une scission de l'armée où chaque soldat rejoindrait sa communauté d'origine et on aurait de nouveau la réapparition de l'armée continue de jouer un rôle considérable et important. Elle a réussi à combattre les militants sionistes au nord, et par ailleurs à sécuriser le territoire malgré un budget assez réduit. Il faut toutefois mettre en garde le fait que cette armée n'a pas suffisamment de moyens de défendre le territoire libanais car les États-Unis refusent de livrer à l'armée libanaise les armes dont elle a besoin au prétexte que ces armes pourraient tomber entre les mains du Hezbollah. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas coupé l'assistance à l'armée libanaise. Ils sont même assez proches de l'actuel commandant en chef. Mais ils ont toujours cette angoisse que toute aide apportée à l'armée libanaise ne finisse par tomber entre les mains du Hezbollah. Et cela se fait au détriment du Liban. Et cela finit par renforcer le Hezbollah qui vient dire l'armée est tellement faible, nous avons donc besoin de maintenir notre arsenal pour nous défendre contre Israël. Eh bien, écoute, Karim, ce sera le mot de la fin. Le temps passe très vite en votre compagnie. Il est déjà plus de 20 heures. Nous sommes obligés de rendre l'antenne, comme disaient nos ancêtres dans les médias. En tout cas, vraiment un très, très grand merci à vous trois pour ce tour d'horizon, parce qu'il est peut-être pas exhaustif, mais il est très, très complet. Merci pour la grande précision de vos réponses, pour la richesse de vos réflexions et puis les éléments de réflexion pour les mois à venir, parce que vous nous avez ouvert un certain nombre de pistes qui, j'espère, et c'est le but de ces réunions, de ces rencontres, eh bien, ça nous permettra de nous faire une opinion raisonnée, si ce n'est raisonnable, sur l'avenir de ce pays qui se débat dans une situation dont tout le monde a compris qu'elle était à la fois compliquée et que la fin n'en était pas tout à fait à l'ordre du jour. Donc, merci à vous trois, merci à tous ceux et toutes celles qui se sont inscrits. À un moment donné, nous étions 500, donc c'est un succès d'estime. Merci encore à tous, bonne soirée, et puis j'espère à très bientôt et en physique. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci à l'Iris. À bientôt.